Et donc, j'ai travaillé ici, d'un côté, dans l'enseignement aussi, les images soit abstraites, direct, vraiment clairement abstraites comme les damiers, soit ici un peu moins abstraites, mais quand même très stylisées, avec un contraste entre une couleur vive et le noir. Et de l'autre côté, dans un livre comme dans l'autre, vous avez vu l'autre ce matin, c'est une galerie de portraits. Et ça vient de mon petit bébé qui regardait les couvertures des cachets-trous avec un intérêt absolument évident. Elle s'arrêtait là-dessus. Alors après, j'avais d'ailleurs appris ça, et il y a de nouvelles études qui ont été refaites il y a quelques années à ce sujet. On sait maintenant que l'humain a moins de comportements instinctifs liés à sa survie que les oiseaux, par exemple, mais quand même, il y a chez le petit humain, dans le bébé de l'espèce humaine, une reconnaissance instinctive de l'effigie, en tout cas prénatale, on va dire, puisqu'elle est là dès la naissance, on ne sait pas, de l'effigie du visage humain. Et si vous présentez à un petit bébé de quelques heures une image, une symbolisation du visage de l'humain avec 2 points et un trait, 2 points pour les yeux et un trait pour la bouche, son attention, vous savez, on fait toutes sortes de choses maintenant, surtout avec l'imagerie médicale, on peut même voir par où ça passe dans leur cerveau, c'est pas vraiment passionnant. Et donc on les étudie, on les décortique de tous les côtés. Et certaines de ces études ont leur intérêt, peut-être on pourrait un peu mettre la pédale douce à mon sens, mais enfin soit. Mais c'est intéressant de comprendre comment. On voudrait tous savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un bébé. C'est tellement étrange. Et ils sont tellement performants. Vous voyez comme ils apprennent une langue. Vous savez, on a l'habitude, on sourit quand un enfant dit « j'ai prendu ». Mais c'est génial, j'ai prendu. Parce que personne ne dit « j'ai prendu ». Donc ils ont reconstruit une syntaxe de la langue. Rendre, rendu, prendre, prendu. Mais ils n'ont pas entendu ça. Un jour, une enseignante m'a raconté quelque chose encore plus subtil. Une petite fille, à l'heure de la collation, voulait reculer sa chaise et n'y arrivait pas. Elle interpelle l'enseignante et lui dit « tu me déproches ». C'est magnifique, tu me déproches. C'est le préfixe à adverbe depuis. Et cette petite fille de 3-4 ans, je ne sais plus, elle a fait ce travail-là. Et ce sont des petits indices de ce qui se passe dans la tête des bébés, qui est extrêmement subtil, extrêmement complexe. Et qui, moi, m'émerveille. Et plus j'approche ça à travers les histoires qui me sont racontées ou les histoires que je vis ou les discours que je peux entendre, en particulier celui de ce merveilleux psycholinguiste qui est vice-président d'Accès, que vous connaissez peut-être, et vous avez déjà entendu ce nom, Evelio Cabrero Parra. Quelqu'un d'entre vous l'ont entendu? Il est absolument extraordinaire. C'est un monsieur qui n'est plus tout jeune, hein. Je pense qu'il a 75, 60, même plus, 78 ans, je crois. Alors, je ne connais pas dans le milieu, ce milieu du livre et de tout petit, qui est très féminin. Donc, déjà en tant qu'homme, il n'est pas très... enfin, il est un peu un ovni, mais très peu d'hommes. Donc, je ne connais pas d'homme de cet âge, parce qu'il est quand même déjà un peu âgé, et de cette érudition, parce qu'il est absolument extraordinaire. C'est quelqu'un qui est... Je le connais bien, parce que ça fait une quinzaine d'années que souvent nous intervenons ensemble, et j'ai fait un voyage magnifique avec lui en Nouvelle-Calédonie, où tous les soirs on intervenait tous les deux. Et la première fois que je l'ai entendu, pour moi j'ai vécu une expérience complètement hallucinante, parce que je l'ai entendu énoncer une sorte de géographie de ce que moi je fais intuitivement. Et ça a été vraiment... Il a, comme si vous voulez, légitimé... quoique je n'en avais pas besoin, mais ça m'a apporté quelque chose de... Oui, ça m'a apporté une légitimité par rapport à moi-même, en fait, parce que vous savez, maintenant j'ai appris peut-être mieux qu'avant à parler de tout ça, à parler de mes livres, mais c'est toujours d'abord du non-dit. Et d'ailleurs, j'espère avoir le temps, mais j'ai apporté les images de mon prochain livre, que absolument personne ne connaît, parce que j'ai téléphoné juste avant de partir hier à mon éditrice, je lui ai dit, est-ce que tu as le PDF?
J'ai pas la maquette, j'ai monté une maquette moi-même, mais elle est à la photogravure, donc si vous voulez, je vous montrerai, et vous allez voir, ou peut-être pas, mais je commence déjà à savoir en parler, parce que j'ai dû écrire déjà un peu ce texte pour qu'on nous demande de rédiger pour présenter le livre aux représentants, avant même qu'il ne sorte, parce que il vient d'être choisi pour être offert à 1000 bébés à la ville de Bruxelles, et donc j'ai déjà dû un peu en parler, et donc les mots commencent à sortir, mais au départ, il n'y en a pas. C'est d'abord quelque chose qui n'est pas disciple, en fait, et qui petit à petit s'organise. Et donc, avec le discours de Evelio, j'ai trouvé comme une sorte d'écho à ce que je fais. Et donc, lui, là, je vais quand même réussir à me perdre. Donc, je parlais des visages des bébés. Et donc, lui, il dit à quel point, non, je ne sais plus si je disais la reconnaissance du visage des bébés. J'ai été avec lui, oui. Son discours. Alors, oui, accrochez-vous bien. Donc, son prénom, c'est Evelio. Donc, il est colombien. Hein. Il vit depuis 50 ans à Paris, si pas plus. Et il a un accent espagnol à couper au couteau, au point que parfois il est sous-titré dans les vidéos. Parce qu'il a assez peu écrit, il résiste, et en fait il est tellement délicieux à entendre qu'on n'a pas vraiment envie de l'encourager à écrire. Enfin si, moi quand même, j'aimerais, mais il y a de plus en plus de petites vidéos sur YouTube, et donc Evelio. Alors après il a un nom en deux mots. Le premier c'est... Donc ça s'écrit Cabrejo, hein, donc ça se prononce le J à l'espagnol, Cabrejo. Cabrejo, comme ça se prononce, tiret, et puis Parra, P-A-R-R-A. Donc Evelio, Cabrejo, Parra. Voilà, et donc, du coup, je ne sais plus pourquoi je parlais de lui, mais j'en reparlerai encore parce que c'est quelqu'un qui je parlais de mon prochain livre, ou bien je l'ai dit après ça? Oui. C'était à l'issue de ce qu'il avait dit sur vous que vous avez eu l'instinct de retravailler sur votre livre. Oui, non, ça c'est pas vraiment... disons que... Non, ce qu'il y a, c'est que son discours... oui, c'est ça que je dis. Donc, ce que j'ai eu l'occasion de voir, voilà, je suis trouvé, de voir, de vivre et d'entendre à propos de ce regard que les bébés peuvent porter sur les livres. Et donc lui, il dit, je parlais de la langue, hein, du rendu, prendu, etc. Et donc lui, il dit beaucoup en tant que psycholinguiste, puisque c'est un psycholinguiste, à quel point c'était extraordinaire de voir comment un bébé, en quelques années, s'approprie la complexité d'une langue, là où cette complexité même échappe à toutes les grammaires du monde. Les linguistes se donnent pour mission d'expliquer. Moi, j'ai fait un détour par la linguistique dans mon parcours universitaire. J'ai travaillé de longs mois sur une étude portant sur l'usage de la voix passive dans la langue française. Oui. Donc j'ai approché les délices de ce fantasme d'expliquer la langue. Et j'ai fait ça. Alors je vivais au Québec à ce moment-là, donc j'ai pris comme modèle la grammaire casuelle de Chomsky, qui n'était pas traduite à l'époque, donc c'était un gros travail qui m'a permis de classifier les verbes de la langue française, en tous les cas 250 verbes que j'avais relevés, donc que j'avais relevés dans des énoncés oraux et écrits, et dans lesquels on avait constaté que certains d'entre eux se mettaient plus facilement à la voix passive. Le but de l'étude étant de savoir si on pouvait extraire de cette constatation un classement, hein, préoccupation typiquement linguistique. Hein. Voilà, enfin, je vous passe les détails. Et donc, mais j'ai éprouvé ce fantasme extraordinaire, et qui est en fait un fantasme, parce qu'on n'arrive jamais à expliquer l'extrême complexité du langage.
y compris toute cette partie non langagière qui pourtant interfère avec la langue, qui est le langage non verbal. Voilà. Et qu'un bébé approche. Et en quelques années, ça y est. Ils sont entrés dans cette complexité-là, ils la maîtrisent, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et voilà. Et donc, je vais continuer à vous mélanger, mais petit à petit, je vous dispense un peu les choses que j'ai envie de partager. Ça nécessite, ça légitime ce que je vous dis depuis le début par rapport au texte, c'est-à-dire de oser proposer au bébé une langue, de la langue écrite en l'occurrence, dans toute sa complexité. Et pourtant, donc je vous ai dit que je l'ai fait aussi, la propension la plus naturelle, parce qu'on peut la comprendre comme ça, qu'on a quand on prend un bébé sur les genoux et qu'on lui lit un livre, c'est de ne pas lire le texte. La plupart du temps, quand on a un bébé sur les genoux et qu'on a un livre, on va être plutôt dans la désignation. Et on va dire « Oh, tu as vu, regarde le lapin et la carotte. Tu as vu ?» Quand ça ne devient pas assez vite, « Montre-moi où est le lapin. » Parce que on a cette idée, qui est vraie d'ailleurs, mais sauf que maintenant on a découvert à quel point on pouvait proposer au bébé des choses beaucoup plus riches en fait, mais une des fonctions de la lecture est bien sûr cette possibilité que le livre donne d'étendre son vocabulaire. Et il y a une trentaine d'années, la plupart des livres qu'on proposait aux tout petits, c'était des imagiers et des animaliers. Et on pensait que c'était la fonction principale de la lecture. Et les magnifiques imagiers du Père Castor, qui reprenaient tous les objets de la vie quotidienne, et puis par thème, tout ce qu'on pouvait imaginer. Et ça reste, d'ailleurs le monde de l'imagier a été beaucoup revisité à partir du livre Tout un monde de Cathy Copry et Antonin Louchard, et qui a été copié dans le monde entier. Donc plein d'imagiers maintenant beaucoup plus complet, riche, je sais pas, narratif. Mais voilà, on peut aussi proposer des choses beaucoup plus intimes peut-être. J'emploie beaucoup le mot poétique aussi. J'écris un article poussé à UADIA sur les bébés poètes parce que je parlais beaucoup de ça et j'ai été contente de finalement mettre tout ça sur papier parce que c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai découvert et qui était inattendu pour moi. Les bébés sont très sensibles à un langage poétique, à la fois dans la langue et à la fois dans l'image. Et je fais maintenant des livres que je n'aurais jamais fait il y a 20 ans. Et des livres comme Partie, avec juste un minuscule petit oiseau qui d'image en image apparaît et disparaît, avec un texte très simple comme celui-là. J'aurais jamais fait ça. Mes premiers livres, c'est Ça va mieux, Bonjour, on ne peut pas, qui sont des livres sur la vie quotidienne des petits, que je continue à aimer. Donc il y a les petits Loup et Mouffe, que vous connaissez, je pense, vous avez dû sans doute en avoir l'un ou l'autre entre les mains, qui reste, le dernier que j'ai fait, c'est Bonnes vacances Lou, je crois que c'est le seul que on n'a pas, vous m'aviez dit que vous ne l'aviez pas, je ne l'ai pas amené non plus, mais j'ai des images, mais pas complètement. Oh là. Voilà, la série des petits Louis Mouffe, j'y tiens beaucoup, et je continue à en faire. Attendez, je vais aller vous chercher Bonnes vacances Lou qui est ici. Voilà. La couverture, c'est ça. Voilà. Oups. Mais je ne peux pas vraiment vous le lire parce que la version que j'ai ici en PDF, je l'ai regardée hier et en fait, il manque des pages. Non, il ne manque pas des pages, mais c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de petites... à chaque page, en fait, il y a une interaction et elle est chaque fois différente. Donc, et vous allez voir, je vais vous montrer. Attendez, ça, on va enlever. Il est présenté avec... vous voyez, ici,
attendez, je vais le mettre en plus grand. Mode plein écran. Voilà, au lieu de voir la petite valise qui s'ouvre et qui se ferme, il y a un rabat. Donc on a écrit la valise se ferme et une petite souris s'y cache. Donc ce PDF date du temps où la maquette n'était pas encore montée. Et voilà. Mais enfin, on comprend quand même dans ce livre-ci. Voilà, par exemple, ici, au lieu d'avoir le noir là dans les yeux de maman, c'est pas noir bien sûr, mais on voit ses yeux qui. Ah, vous l'avez, magnifique! Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux en vrai que. Enfin, c'est un peu loin peut-être, mais on voit ici la maman a ses yeux, elle lève les yeux au ciel parce que papa et Lou chantent et on voit, vous voyez peut-être pas du coup de loin, mais on voit leur petite bouche, la bouche de papa et la petite bouche de Lou qui s'ouvre et qui se ferme et ils chantent. Et par exemple ici, pour vous dire que ça fait partie aussi de l'objet, ici il y a quelque chose de assez finalement formidable, c'est que la petite glissière, elle glisse très facilement et que même à la limite elle glisse toute seule et on peut simplement faire comme ça. Voilà, j'ai le micro en main et elle redescend et chante et voilà. Et moi évidemment quand je le lis, je chante aussi en même temps. Donc à chaque page, il y a une... Ici, ce sont des petits escargots. Là, on ne les voit pas du tout. Vous allez voir à la page suivante. Il y a des petits escargots comme ça qui sont... Je ne sais pas si vous voyez là, non, mais... Attendez, comme ça, on va faire... Ils forment deux chemins qui suivent ça. Et on les voit ici. Et donc, on peut faire la course avec les escargots. Voilà. Moi, je m'amuse beaucoup avec mes petits-enfants à faire ça. Il y en a un qui fait avancer l'escargot, puis l'autre. Et puis, évidemment, je m'arrange toujours pour que ce soit leur escargot qui gagne. Hein, on fait ça, quoi. Et ici, en vacances, si on veut, on n'a même pas besoin de cuillère ni d'assiette. Lou mange des petits morceaux de tout avec ses doigts. Et donc ici, vous avez... Alors, c'est le dernier Loué-Mou que j'ai fait. Et c'est un livre qui m'a demandé 2 ans et demi de travail. Hein. Alors, en faisant autre chose. Mais j'ai fait toutes mes maquettes moi-même. Ici, vous voyez, on fait... Il mange. Et je fais toutes mes maquettes moi-même. Et ça demande beaucoup de travail parce que, évidemment, quand c'est fait à la main, ça... Bon, je fais ici, à l'intérieur, il y a un disque qui tourne, mais pour qu'il tourne, il faut qu'il soit parfaitement rond. Et moi, je mets du savon autour de mes petits cercles de carton pour que ça tourne. Bref, et par exemple, ici, parfois, je remets la maquette avec moi quand je la montre à des enfants. J'avais d'abord fait le trou qui permettait de faire monter sa main ici. Ah mais ici on voit carrément pas sa main, donc oui, on voit pas son autre main. Et en fait, on avait donc l'impression, si vous voulez, qu'on poussait sa main vers sa bouche. Or, le texte dit, Lou mange des petits morceaux de tout avec ses doigts. Et ce que je dis ici, c'est le thème de ce livre aussi, c'est que c'est pas si compliqué. Que passer des vacances avec un petit, c'est passer du temps avec lui et justement le plus simplement possible. Et c'est cette rupture avec la vie de tous les jours, cette proximité avec papa, maman, qui est importante, bien plus que la sophistication de ce qu'on pense devoir offrir à grand prix à nos enfants pour rappeler des vacances. Et donc ici, j'ai changé parce que on comprend beaucoup mieux comme ça qu'il est autonome et qu'il mange tout seul, comme ça, que quand on poussait son bras. Donc c'est des petites choses comme ça qui prennent du temps parce qu'il faut le temps de fabriquer la maquette. On fait ce qu'on appelle des blancos. Donc les maquettes sont d'abord fabriquées en blanc parce que imprimer l'image, évidemment, ça coûte cher. Donc après, moi, je recolle les images dessus. Puis, bref, j'éprouve, si vous voulez, moi-même. Donc ici, en fait, il y a un petit morceau de tissu qui permet de l'essuyer. Et voilà. Et par exemple, là, le premier petit tissu, il était trop court et je trouvais que c'était plus amusant qu'il soit plus grand pour qu'on puisse aussi essuyer papa. Et voilà. Donc c'est toutes des petites choses comme ça qui s'élaborent petit à petit. Bon, ici, on ne voit pas du tout, mais en vacances, on n'a pas toujours besoin d'un lit pour faire la sieste. Lou s'endort n'importe où. Et puis, donc là, je me range. Si vous lisez ça, je vais vous donner un truc, en fait. Quand vous allez tourner la page, vous connaissez bien le livre, je prépare en dessous et je lève Lou. Parce que, comme après, regardez,
on le voit réveillé, il dit bonjour avec sa petite main, je ne sais pas si vous voyez, et puis on pousse, là, dans le creux de son foulard, et on ne voit plus, en fait son sourcil s'est transformé en œil, subtilité, et donc il dort. Et comme après on tourne la page, en fait on a toujours laissé le livre avec Lou qui dort. Et donc moi maintenant j'ai compris, il faut, discrètement avant de tourner la page, je le relève pour arriver en ouvrant la page. Un petit truc que je vous donne si vous lisez ce livre-ci, pour qu'on puisse le faire s'endormir. Donc sur le dos de papa par exemple, voilà. Papa c'est lourd. Hein. Et puis voilà la dernière page qui était ma préférée. Oh, voilà. En vacances parfois, quand on a un peu dormi dans l'herbe, on s'éveille. Et c'est la nuit. On a besoin de rien d'autre. Entre parenthèses, si ce n'est des parents qui sont heureux d'être ensemble. C'est ça que je dis. Bonsoir la lune des vacances. Et ici, il n'y a plus rien à activer, à bouger, parce que je voulais que le livre se termine justement dans cette grande simplicité et ce plaisir dont je me souviens de l'avoir vécu et avec mes enfants aussi. C'est tellement de ça dont un enfant a besoin. Des adultes autour de lui qui sont attentifs, qui sont heureux d'être en vacances eux aussi. Et voilà, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour être heureux avec son petit. Quelques jours, même peut-être un week-end. Quand on dit bonnes vacances, j'ai vraiment voulu que dans ce livre-ci, tous les enfants puissent se retrouver. Même ceux qui ont pour vacances peut-être qu'un jour ou deux, avec cette proximité qui leur est si précieuse. Mais donc je vous ai raconté que j'ai fait ce livre partie avec... à partir d'une petite chose vécue avec mon petit-fils, mais je ne vous ai pas vraiment dit comment ça a débouché sur ce livre-là, partie. En fait, au départ, quand je me suis mise à travailler sur ce livre-là, j'avais une image en tête, parce que je regardais l'heure, en fait. Il est quelle heure? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. 3h30, ça va. Quand je vous ai dit que je ne pouvais pas vraiment répondre à la question combien de temps je mets pour faire un livre, parce que c'est très variable et aussi ça peut prendre vraiment beaucoup d'années avant que finalement ça devienne des dessins et un texte et que mon idée se concrétise. Et ce qu'il faut, c'est que me viennent des images. Donc je ne peux pas en fait dessiner quelque chose si je ne le vois pas. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il faut qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui surgisse et que ça prenne forme. Et ça peut se faire de toutes sortes de manières sur lesquelles, malheureusement, pour moi, je n'ai pas de prise. C'était extrêmement inconfortable. Parce que j'ai effectivement des idées qui peuvent mettre très 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 longtemps à germer. Et bon, parfois moins. Alors, partie par exemple, donc là j'ai repris, j'étais en train de travailler sur un livre, donc je l'ai terminé, et puis quelques mois plus tard, j'ai repris, j'ai pas repris, j'ai commencé à travailler sur partie, et là j'avais une image qui, dès le début, était dans mon esprit. J'avais vu un fond rouge qui est resté, un arbre blanc et un oiseau jaune. Bon, alors, quel oiseau? Je ne savais pas, donc j'ai commencé d'abord à travailler un peu sur cet oiseau. Puis je ne voyais pas quelle forme lui donner, je ne sais pas, je faisais ça. Donc je me suis dit, bon, j'ai d'abord travaillé sur l'arbre. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec des gravures, parce que la gravure, par définition, il y a une économie de traits qui est imposée par la technique. Et comme je voulais faire quelque chose vous voyez, comme c'est difficile de trouver les mots là. Oui, c'est ça. En tout cas, de rester dans quelque chose qui ne soit pas trop figuratif, en tout cas. Certainement pas comme un Louis Mouffe, par exemple. Donc voilà. Alors je me suis trouvée je me suis arrangée pour poursuivre assez longtemps ce travail sur les arbres pour me donner l'impression que j'avançais. Mais en réalité, chaque fois que je revenais sur l'oiseau, ça n'allait pas. Je me disais non, ça ressemble à rien, ça va pas. Je mettais cet oiseau dans les branches. Et puis un jour, pendant que j'étais au téléphone, j'ai griffonné des petits oiseaux comme ça au crayon à papier sur un petit bout de papier aquarelle qui était là. Et j'ai fait ce petit oiseau qui est devenu, on va revenir dessus, mais qui est devenu partie.
Hop. Je n'ai pas le temps de vous parler des petits éléphants, comme c'est parti. Oui, elle est je ne veux pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Non, je n'oublierai pas, c'est promis. Donc ici, voilà, j'ai dessiné ce petit oiseau. Je crois que même on voit, vous voyez le trait au crayon sur du papier blanc. Et là, ça m'a été vraiment, ça m'a sauté aux yeux et au cœur. Bien sûr, il fallait que cet oiseau soit blanc. Et donc, exit l'arbre blanc, évidemment. Là, ça déconstruisait ce que j'avais fait. Et pourquoi ? Et de quoi ai-je pris conscience à ce moment-là ? C'est que tant que cet oiseau était jaune, en fait, c'était un poussin, ou Gédéon le canard, ou enfin un canari, peu importe, mais c'était pas ce petit être ailé qui, dans cette histoire, symbolise l'arrivée et le départ, et qui est un livre clairement sur la séparation, bien sûr. Et donc, tant que je mettais cet oiseau jaune dans mon histoire, elle restait anecdotique. Et donc, j'y arrivais pas. Mais maintenant, je peux vous expliquer ça, mais à ce moment-là, c'était juste, non, ça va pas. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Et ça peut prendre très longtemps, ça. Pendant très longtemps, je cherche, et je ne sais pas ce que je cherche. Je sais juste que ça ne va pas. Et dès que j'ai trouvé ça, ça s'est mis tout en place. Cet arbre-là, évidemment, le bleu ciel sur le rouge, avec l'oiseau blanc, qui se transforme plus tard en l'inverse, comme nous avons vu tout à l'heure, avec le bleu du ciel et l'immensité du ciel dans lequel on est propulsé au moment où l'oiseau s'en va. Tout ça s'est mis naturellement en place et a fait devenir donc ce livre qu'on vous a lu ce matin, je crois. Donc voilà. Ah, le voilà. Oui. Bonjour oiseau. Et ici, donc, vous voyez un élément supplémentaire, c'est le chat que j'ai rajouté. Puisque donc, je vous ai raconté la petite histoire vécue qui a été à l'origine de ce livre-là, mais il n'y avait pas de chat. Et ce que j'ai voulu dire ici, en rajoutant ce chat, qu'on voit là blotti au bas de la page, et à la page suivante, toute griffe dehors, j'ai voulu exprimer avec ce personnage supplémentaire, avec cette personnification, si vous voulez, de quelque chose de plus dans l'histoire, à quel point, si vous voulez, le chat, pour moi, il symbolise la part sombre qui habite les petits dans cette histoire de séparation. Parce que c'est pas facile, en fait. C'est la grande mission que ça signe un tout petit dans les 3 premières années de sa vie. Hein. Maîtriser l'absence, c'est un sacré boulot. Et ils y arrivent. Mais ça ne se fait pas tout rose bonbon et le pastel. C'est pas toujours facile. Et on peut être dans le repli, comme le petit chat blotti en bas de la page, ou dans l'agressivité, avec le chat qui est là, toute griffe dehors, et un bébé, un tout petit enfant de 1, 2, 3 ans, qui est agressif. C'est pas un enfant méchant, c'est un enfant qui dit quelque chose, qui interroge, ou qui exprime quelque chose en particulier, qui peut être quelque chose de difficile. Et par contre, vous voyez que là, on voit le chat qui voit son pique-nique s'envoler, et on voit son dépit. C'est pas lui qui remporte la bataille, c'est l'oiseau. Je crois qu'on voit assez grand ici pour voir son expression. Vous voyez l'expression de triomphe de l'oiseau qui effectivement triomphe de la situation. Et donc ici, l'oiseau repart à nouveau, l'oiseau est parti, il va revenir. Et là, quand je lis ce livre, je l'ai lu des centaines de fois, ce livre-là. Je termine toujours les rencontres avec les bébés par celui-là. Et ils sont là, chat, pati. Ils le voient. Et ils me suivent dans cette histoire-là. Et bon, bien sûr, après, on le voit réapparaître et regarder son air de dépit. À quel point il aimerait lui aussi être pris dans les bras. Ce qui est une manière pour moi de dire, oui, je sais bien que c'est de ça dont tu as besoin. C'est des bras aimants, bien sûr. C'est pas d'attraper un oiseau, enfin d'être agressif, comme on le voit dans l'image précédente. Et vous voyez, voilà, une image très caractéristique de ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'une image que j'aurais jamais faite il y a 20 ans.
Donc c'est rien que la queue du chat, il ne reste plus que ça sur l'image. Je sais maintenant que ça suffit à un enfant pour aller avec moi jusqu'au bout. Et je vais vous dire, ça m'est arrivé à 2 reprises. Maintenant, je fais attention. Quand je lis le livre parti, je le tiens par en dessous. Donc, parce que moi, je suis comme vous, hein, quand on me fait rencontrer des enfants, il faut quand même un peu rentabiliser le déplacement. Hein, donc, je n'en vois pas un à la fois. Donc, j'ai aussi des groupes assez étendus, parfois trop étendus, je ne vous dis pas, parce que tout le monde m'attend en tournant. Hein, moi, donc, je suis parfois quand même un peu... Et voilà, mais donc bref, et je lis bien sûr le livre comme ça aussi. En faisant attention, j'ai juste abordé ça tout à l'heure, je vais le répéter, de ne jamais faire ceci. Parce qu'il suffit de... C'est ça que je vous dis dans les formations de 3 jours, où quand on est assis par terre, on l'a éprouvé une fois, on ne le fait plus jamais. Quand vous faites ça, toutes les 2 secondes, notre petit public est privé de la moitié de l'image. C'est comme si vous étiez au cinéma, puis toutes les 2 secondes, on éteint l'écran, et puis on vous reprenait là après. C'est un supplice. Donc on ne fait plus jamais ça. Installez votre public. Moi, je fais toujours ça avec mes bras. Attendez, je vais quitter le micro. Il faut que tout le monde soit dans ce rayon-là. Oups, là. Il vaut mieux avoir 1 ou 2 rangs de plus qu'un grand cercle avec tout le monde au premier rang. Parce que ça nous permet de ne pas faire perdre à la moitié du public toutes les 2 secondes la moitié de l'image. Donc voilà. Et alors, donc, par contre, maintenant je fais attention, mais ça m'est arrivé à 2 reprises, je tiens le livre comme ça, et d'avoir un petit qui vient m'enlever le doigt, parce que j'ai le doigt sur la queue du chat. Chat. Donc maintenant je fais attention. Mais la première fois que c'est un petit bonhomme qui a fait ça, j'étais complètement épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que c'est vrai que... Bon, après je vous raconte ça, mais c'est mon parti pris d'auteur, c'est mon travail d'auteur. J'écris avec une image, en fait. J'écris quelque chose, je dis quelque chose avec la présence de ce chat. Et quand les enfants rentrent dans ce langage-là, je suis aux anges. C'est complètement extraordinaire, mais j'aurais jamais fait ça. Je le fais maintenant parce que je sais qu'ils vont avec moi là. Donc, je vais vous parler de Pas de loup peut-être maintenant, justement, parce que dans Pas de loup, j'ai un exemple aussi qui est assez étonnant et que vous allez voir sur la petite séquence filmée que je vais vous montrer. Mais avant de vous montrer Pas de loup, je vais quand même juste montrer Ton histoire. Non, je ne crois pas qu'on vous a parlé ce matin, Ton histoire. Si ? Non ? Parce que je crois que je l'ai, Ton histoire. Non ? Oui, voilà, chouette. Ton histoire. C'est un livre... attendez, on va se mettre en mode plein écran. Voilà. C'est un livre que j'ai aussi fait après avoir vécu une petite chose avec mon premier petit-fils, qui a 6 ans maintenant. Et là, c'était encore plus petit. Et qui, en fait, qui est... Donc, j'ai à nouveau exploré ce rapport d'un tout petit à l'effigie du visage humain. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas terminé. Si on présente un petit bébé de quelques heures, cette symbolisation du visage avec 2 points et une bouche, parce qu'ils leur mettent des petites reliés à des électrodes, enfin toutes sortes de choses absolument sophistiquées, mais on a mesuré donc le temps d'attention qu'accorde un bébé à une image plutôt qu'à une autre, et s'il a 2 points et une barre sous les yeux, son temps d'attention est beaucoup, beaucoup plus grand que si on désorganise l'information. Si vous faites 1 point, une barre, 1 point, ça n'intéresse pas. Et ça, donc, un bébé de quelques heures. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore mémorisé le visage humain. Donc, il vient au monde avec cette prescience, si on veut, de l'effigie du visage de son espèce, en fait, la nôtre. Et d'où probablement l'attention de ma petite Emma pour les couvertures de cachat-trou et rien d'autre. Parce que vous savez, quand on a un bébé dans les bras, vous voyez comme... D'ailleurs, instinctivement, on a tendance à porter un bébé, à le déporter légèrement pour se mettre en face à face. Et
aussi, on adresse la parole à un bébé beaucoup plus dans les moments de face à face, pendant le change par exemple. On est au-dessus, visage en face du visage. Et ça, c'est merveilleux parce que en réalité, ces comportements-là sont présents dans toutes les cultures du monde. L'être humain est équipé génétiquement pour mettre le bébé humain dans les conditions optimales pour qu'il rentre dans la langue. Alors il faut entendre Evelio Cabrero Parra parler de ça. Il dit on quitte le ventre de sa mère pour rentrer dans le ventre de la langue. Et alors lui dans l'exemple, parce qu'avec son accent espagnol, il a toutes les raisons de nous montrer que, il dit d'ailleurs, hein, je porte la voix de ma mère dans ma voix, et puis on ne peut pas en douter quand on l'entend. Et donc voilà, et j'avais fait là c'est moi qu'on vous a montré ce matin, et tous les petits, avec de nouveau une galerie de portraits, comme je voulais montrer un petit peu courtement, mais vous le regarderez plus à l'aise peut-être, de nouveau dans cet esprit-là, avec ici la proposition à la fois de lire le livre comme il est, comme un vrai livre. En fait, c'est comme si on feuilletait un livre avec de très grosses pages. C'est plus pratique dans celui-ci que dans Là c'est moi, parce que Là c'est moi, il se déplie, il s'ouvre sur les genoux. Et donc c'est ma fille de 8 ans, j'ai raconté ça au déjeuner, il y en a qui m'ont entendu, qui m'a fait remarquer ça quand j'ai fait un nouveau paravent, et celui-ci, j'y ai veillé, on peut vraiment le lire comme un vrai livre, et le texte est différent d'un côté et de l'autre, plus de l'ordre de la comptine du côté des visages, quand le texte dit petit tout jaune, cire le roi sur son trône, petit tout bleu, frotte, frotte, ça ira mieux, petit tout rouge, que personne ne bouge, petit tout blanc, oh le gourmand. Ben, vous entendez que là j'ai voulu que le texte ait quelque chose de proche de la comptine musicale et rimant aussi, enfin avec des rimes, alors que de l'autre côté, c'est un texte qui est plus en lien avec le langage de la vie de tous les jours, qui dit rose bonbon, miam, c'est bon, 1, 2, 3, voilà papa, non, vert petit pois, 1, 2, 3, voilà papa. Papa, c'est un tout autre registre de langage, c'est un livre dans lequel il y a des portes d'entrée multiples comme ça qui m'ont beaucoup amusé à proposer, et dans lesquels on voit des visages. Et donc, voilà, j'ai fait ce livre-là, et puis des années plus tard, j'ai fait celui-ci, parce que des années plus tard, j'ai eu un petit-fils, et la première fois qu'il est venu à la maison, il avait exactement 7 semaines et demie. Et ma fille qui habite Bruxelles m'a appelé pour me dire on quitte Bruxelles, on sera là dans une demi-heure. Donc moi j'étais en train de travailler un projet d'affiche sur du papier crème, comme ça, avec de l'encre sépia. Et donc j'ai vite pris une grande feuille de papier, j'ai dessiné à la hâte un visage de bébé comme ça, que j'ai gardé. D'ailleurs c'est toujours assez difficile de se recopier soi-même, et je ne suis jamais arrivée à avoir le même dessin que j'avais fait, mais c'était quand même ça que j'avais dessiné. J'avais mis bienvenue dans notre maison Petit Nils, et puis j'avais collé ça sur la porte. Et donc quand ma fille est arrivée, elle voulait qu'on prenne une photo pour avoir un souvenir, l'idée étant d'avoir Nils, son papa, sa maman et le dessin. Photo que j'ai jamais pu prendre comme ça, parce que ce petit bébé, il était dans les bras de sa maman, donc à hauteur du dessin, puisque c'était devant la porte, et il se tordait le cou. Vraiment, mais il scotchait sur ce visage qui était à hauteur du sien. Or, moi, je venais de travailler une année entière sur Pas de loup, dont je vais vous parler après, qui est un livre avec des couleurs vives, alors mais exactement l'antithèse de celui-ci. Et voilà ce tout petit bébé qui arrive chez moi, et qu'un dessin rien qu'au trait intéresse au-delà de toute expression. Et ça m'a évidemment... j'avais déjà travaillé sur les visages. Et je me suis dit, j'ai encore des choses à faire avec le visage, et j'ai fait ce livre-ci, dont vous voyez, vous allez voir, en fait, sur chaque double page, il y a au moins une évocation d'un visage. Et donc c'est un livre que, je suis absolument convaincue de ça, des bébés vont lire pendant très longtemps en n'y voyant pas la même chose que vous. Ça va d'abord être ce visage-là qui va les intéresser, bien avant qu'ils rentrent dans ce que je raconte ici, c'est-à-dire finalement la venue au monde d'un bébé, puisque c'est un livre de bienvenue au monde que je lui ai dédicacé. J'ai écrit à la quatrième de couverture d'une façon un peu sibylline, mais ce qui s'était passé pour moi avec lui, j'ai écrit de l'encre sépia, du papier crème, un visage esquissé, quelques traits, un tout petit enfant ne quitte pas des yeux mon dessin, et ses pages sont nées, c'est ce que je viens de vous raconter. Des visages jouent à cache-cache dans le ventre de maman, le fil de la vie ondule. Petit humain, voici l'histoire de ton arrivée parmi nous, bon voyage. Et en fait,
si vous voulez, vous allez voir ce que je me suis donné comme thème, si on veut, c'est le visage et le trait, puisque c'est ça qui m'a épaté de cette rencontre avec ce tout petit bébé et ce trait qui évoquait un visage, enfin où j'avais dessiné un visage. Et le trait, il est devenu, vous allez voir, cordon ombilical et puis une sorte de chemin de vie comme ça qui nous emmène jusqu'à la fin du livre. Et essayer de plisser les yeux comme je le fais moi quand je dessine en me disant je suis tout petit, est-ce que ça m'intéresse? Et vous allez probablement y voir autre chose, ce que moi je sais que les petits y voient.